Terrain social. Hugues Chevarin. Agnieszka Żuk. Agnieszka Żuk est professeure agrégée de polonais et traductrice littéraire. Le 9 décembre 1990, il y a 30 ans, le fervent catholique Lech Wałęsa, ancien leader du syndicat Solidarność, devenait le premier président de la Pologne post-communiste. Terrain social saisit l'occasion de cet anniversaire pour comprendre les mouvements féministes d'ampleur qui secouent la Pologne depuis la décision du tribunal constitutionnel le 22 octobre dernier de rendre quasi illégal l'accès à l'IVG. Terrain social. Bonjour Agnieszka Żuk. Dzień dobry. Ces événements marquent-ils le début d'une reconquête des droits des femmes et une reconnaissance des personnes LGBT ? Alors, non, je ne dirais pas que ces événements marquent les débuts d'une reconquête des droits des femmes et des personnes LGBT, parce que, on est même en train de parler d'une révolution qui se déroule aujourd'hui, et je suis parfaitement d'accord, mais je pense que cette révolution a commencé déjà bien avant, mais d'une façon un peu plus silencieuse ou moins médiatisée, moins massive. Et cette reconquête a déjà commencé il y a plusieurs années, notamment au moment des premières manifestations contre la restriction de la loi sur l'avortement qui se sont déroulées en 2016. C'était les premières manifestations qui étaient appelées Marche Noire. Et après ces manifestations, on peut dire que les femmes se sont rendues compte de leur force, du fait qu'elles étaient nombreuses et qu'elles pensaient la même chose. Et suite à cela, les organisations, il y a eu beaucoup de nouvelles organisations féministes qui ont été fondées. Elles ont été pendant tout ce temps-là particulièrement actives. Donc il y a aujourd'hui une centaine d'organisations féministes qui luttent pour les droits des femmes, mais pas seulement pour les droits des femmes, mais aussi pour les droits pour la défense de la démocratie. Et en ce qui concerne les droits des personnes LGBT, c'est pareil. Ça fait un certain temps que cette reconquête se déroule à travers aussi les actions artistiques. Pareil pour les droits des femmes, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs collectifs d'artistes ou tout simplement d'artistes qui étaient particulièrement actifs pendant des années, comme par exemple le collectif Czarne Szmaty, on peut aussi citer le groupe punk Les Vagins de Fer, ou alors en ce qui concerne les droits des personnes LGBT, par exemple, tout le travail mené par Daniel Rycharski. Donc cette révolution, elle a commencé un peu plus tôt. On peut dire que depuis 3 semaines, on assiste à une sorte de point culminant de la révolution. Avec vous, Agnieszka Żuk, j'aimerais qu'on éclaire un peu, qu'on revienne en arrière pour expliquer pourquoi la Pologne se trouve dans cette situation aujourd'hui. Et j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que l'on assiste, comme vous l'aviez sous-titré dans votre ouvrage collectif « Hurrah et désarroi », à une véritable guerre culturelle ? Oui, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. En fait, il faut souligner que ce terme, la guerre culturelle, vient des États-Unis. Et illustre une société extrêmement divisée, une société polarisée, comme on peut observer aux États-Unis, mais aussi en Pologne. Et donc on a la société qui est divisée en des camps antagonistes qui s'affrontent sur un certain nombre de sujets, notamment sur les droits des femmes, sur la place des femmes dans la culture et dans la société polonaise, mais aussi sur les droits des personnes LGBT, sur la place des minorités, pas seulement sexuelles, mais aussi ethniques dans la culture polonaise, sur l'Église et sa place dans la culture polonaise et dans la société polonaise, sur le roman national aussi, en ce qui concerne la Pologne, et ce qu'on peut appeler donc guerre culturelle a commencé il y a 10 ans
Donc ça fait 10 ans que cela dure. Ah oui, que je me permets juste de vous couper. Vous allez donc nous rappeler quel est l'événement fondateur de cette guerre culturelle. Alors, les moments où tout a commencé, c'est le moment de la catastrophe aérienne qui a eu lieu en 2010, en avril 2010. Et lors de cette catastrophe aérienne, une centaine de personnes, je pense qu'exactement 96 personnes, de personnalités publiques, ont perdu la vie. Et parmi ces personnes, il y avait également le président de la République. Lech Kaczynski, hein. Exactement, Lech Kaczynski, oui. Et donc, à partir de cet événement, vous développez l'idée qu'il y aurait une instrumentalisation des émotions en Pologne par le mouvement politique, le PiS. Oui, l'instrumentalisation, exactement, parce que le parti qui est aujourd'hui au pouvoir, donc le PiS, a toujours cherché à gouverner en divisant la société. Donc en mobilisant tout le temps les émotions, et c'était tout le temps des émotions négatives. Ça pouvait concerner, par exemple, des groupes isolés, des groupes sociaux isolés. Donc ça pouvait être des personnes LGBT, ou alors les femmes, ou des enseignants, ou des juges, ou alors des médecins. Et de dresser, l'ère politique consistait donc à diviser la société, à dresser les gens les uns contre les autres, et de cette façon à exacerber ces émotions. Est-ce que dans la société polonaise aujourd'hui, est-ce que cette société est fracturée avec un bon côté et un côté sombre? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Oui, j'ai l'impression que c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Mais c'est une société qui est fracturée, mais je pense qu'il y a un peu d'espoir dans ces manifestations d'aujourd'hui, parce que il y a encore quelques mois, au moment des élections présidentielles, c'était en juillet, on voyait vraiment la Pologne, la société polonaise divisée, vraiment très divisée en deux groupes. D'ailleurs, le président actuel a été élu. En fait, il a gagné. La différence entre lui et les candidats de l'opposition la différence de voix était vraiment minime. C'était 400 000 voix à peine, je pense. Et donc on voyait la société très très divisée, où on ressentait que les deux groupes antagonistes n'avaient l'un pour l'autre que du mépris et que de la haine. Et là, on a l'impression que le mouvement des femmes, de la grève générale des femmes, a été suivi par beaucoup plus de personnes. Et on voit aussi que ces manifestations sont quand même soutenues par 60% de la population, alors qu'on est en pleine crise sanitaire et que on en est tous conscients, c'est extrêmement dangereux de sortir massivement dans la rue. Nous avons tous vu ces images assez frappantes de manifestations à l'intérieur même des églises. Alors, est-ce une première en Pologne? Et ça nous permet d'aborder la question de la place de l'Église catholique polonaise et ce qu'elle cherche à faire. Oui, alors en ce qui concerne les manifestations dans l'Église, oui, c'est quelque chose de vraiment inédit. Et il faut souligner que ces manifestations ont un caractère exceptionnel pour plusieurs raisons. Aussi parce que le tabou de l'intouchabilité de l'Église est tombé. Mais je pense que de nouveau, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. On est là au point culminant de ces mouvements qui durent déjà depuis un certain temps. Je pense qu'il s'agit d'une sorte d'érosion de la position de l'Église au sein de la société polonaise. L'Église a en Pologne une position très particulière, une position privilégiée. Elle est financée par l'argent public. Et la grève générale des femmes, les manifestants sont en train de demander justement, ce n'est pas la première fois, mais sont en train de demander que cela cesse,
y ait une séparation nette entre l'Église et l'État, que la Pologne devienne enfin un pays qui est véritablement laïque, et que l'Église cesse d'avoir cette position privilégiée en Pologne. Il faut dire aussi que elle a cette position privilégiée depuis le changement du régime, donc depuis 1989, et que en lui gardant cette place, en choisissant cette place privilégiée pour l'Église, l'État polonais voulait d'une certaine manière remercier l'Église pour sa participation à l'effondrement du régime soviétique. Voilà, du régime communiste, exactement. Et déjà en 80, donc l'avortement était légal jusqu'à 1993, et là, sous la pression de l'Église, justement, il devient quasi illégal. Donc on a cette loi qui est très très restrictive, qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que de cette guerre culturelle, on va vers une sorte de révolution ? Oui, comme je vous ai dit, moi je pense que c'est une révolution, enfin, pour plusieurs raisons. Parce que pour moi, elle a commencé plus tôt, mais d'une façon un peu moins spectaculaire. Mais elle a commencé plus tôt, cette révolution. Mais là, c'est son point culminant. Et je pense qu'elle a déjà changé beaucoup de choses dans l'esprit des gens, dans la façon de voir les choses, dans la façon aussi dont les femmes expriment ce qu'elles veulent, dans la façon dont elles sont conscientes de leurs droits, elles luttent pour leurs droits. Et je pense que c'est une révolution parce que on ne sait pas comment la situation va évoluer. C'est très difficile de dire comment elle va évoluer, mais en tous les cas, la Pologne ne sera plus jamais pareille après cette révolution. Encore une fois, pour moi, c'est une révolution. J'aimerais, pour conclure, vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'unification des luttes, ou possible unification des luttes, polonaises, biélorusses, ukrainiennes, et toutes portées par des femmes? Alors, les manifestants polonais ont déclaré à plusieurs reprises, la grève générale des femmes aussi, leur solidarité avec les Biélorusses. Et souvent, on fait référence à ces mouvements. En Biélorussie, d'ailleurs, un conseil d'experts a été créé par la grève générale des femmes, un conseil d'experts qui a déjà formé plusieurs groupes de travail qui sont en train de travailler justement sur plusieurs questions portées par la rue, comme par exemple justement les droits des femmes, les droits des personnes LGBT, l'État laïque, etc., etc. Et ça, c'était une idée qui, à l'origine, vient de Biélorussie. Donc, il y a une idée de proposer un autre modèle de la société, un autre modèle de faire de la politique aussi, de la part de la grève générale des femmes. Merci Agnès Kajouk. Je rappelle que vous êtes professeure agrégée de polonais et traductrice littéraire. Vous avez dirigé en 2019 l'ouvrage collectif Hurra et désarroi, scène d'une guerre culturelle en Pologne, aux éditions Noir sur Blanc. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.